Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 18h31, dites donc ça court le temps, oh là là, Philippe Bilger, Françoise Degois, René Chiche, vos appels 0826. Oui, je parle, 0826 300 300, les portables sont interdits, vous le savez. Oui, et c'est le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est une forme d'écriture qui est devenue un véritable sujet de débat et de polémique après de vives réactions sur les réseaux sociaux. L'écriture inclusive est désormais au centre des discussions en France. Les professeurs, les membres de l'académie, les parents d'élèves, les politiques, chacun y a de son point de vue. Le sujet revient dans un livre avec Samy Biazoni qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Malaise dans la langue française. Derrière toutes ces bonnes intentions, on va en parler avec vous. Vous dites qu'il y a des effets dévastateur. Juste avant que vous répondiez à cette question, Philippe Bilger, cette écriture inclusive, aujourd'hui, pour ou contre, intéressant ou pas? Totalement contre. Pour rapidement, Cécile, d'abord, je suis persuadé que si je l'adoptais, je suis tellement nul sur le plan pratique que je ne saurais pas l'utiliser correctement. Ouais. Plus sérieusement, je pense qu'il faut arrêter avec cette obsession dans toutes les manifestations dérisoires ou importantes de la vie, de mettre en œuvre de la parité systématique. Entendons-nous bien, je ne suis pas du tout un homme qui refuserait que les femmes dominent dans beaucoup de secteurs. Ça ne me gênerait nullement. Ce que je trouve ridicule, c'est notre obsession de l'égalité qui prétend rendre leur honneur aux femmes comme si elles l'avaient perdu. Ça me scandalise. Je pense que toute la vie des êtres humains passe par leur langage. Donc je comprends très bien le combat des féministes et le combat qui est mené pour féminiser la langue française, même si c'est pas très beau, une écrivaine, une autrice, etc. Après, sur l'écriture inclusive, en réalité, j'ai le même rapport à l'écriture inclusive que Philippe Bilger. Moi, elle ne me gêne pas particulièrement. Je reçois de plus en plus de mails, chers amis, de plus en plus de mails administratifs avec cette écriture-là. J'ai eu du mal à m'y faire. L'écriture, c'est quelque chose qui évolue, c'est comme la langue. Je ne suis absolument pas persuadé que je saurais l'utiliser. C'est ça mon problème majeur. Mais il n'y a rien qui me heurte. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. En vérité, je m'en fous. Voilà. Moi, je suis plutôt contre, parce que d'abord, je pense à ceux qui ont déjà des problèmes d'orthographe, ceux qui sont en apprentissage, ceux qui sont malvoyants, ceux qui ne pourront jamais s'adapter à cette écriture inclusive. En plus, l'écriture inclusive, ça implique plusieurs choses. Il y a à la fois l'écriture avec les points médians, l'écriture avec les doubles flexions, je ne sais pas l'expression exactement, c'est ça, je crois. C'est une usine à gaz. Voilà, donc moi, je trouve ça compliqué. Je suis plutôt contre. Et en plus, j'ai l'impression que c'est quand même une forme de manipulation quand même des gens. Parce que quand on manipule comme ça le langage de façon forcée, ça veut dire un peu qu'on veut un peu manipuler la société en leur imposant des choses. Moi, ça change tout le temps la langue française. Pas à ce point, François. On va faire réagir notre ami Samy Biazoni qui a écrit ce livre, Un malaise dans la langue française, avec plein de personnes, Mathieu Bocoté, Mazarine Pinjot, Boilem Sansal, une douzaine de personnes. Est-ce que quelque part, derrière les bonnes intentions, il n'y a pas un effet dévastateur? J'ai reçu un message d'une auditrice fidèle qui nous dit qu'il faudrait déjà apprendre à écrire en bon français et sans faute. Elle n'a pas tort. Effectivement, la question des apprentissages est une vraie question. Vous complexifiez, mais à outrance, la logique d'apprentissage. C'est-à-dire, d'une part, parce que les règles ne sont pas figées, elles ne sont pas fixées, et on ne pratique pas une langue qui n'est pas fixée, ça n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire, si ce n'est les moments de grande réforme de la langue. Alors on peut considérer que c'en est une, sauf qu'ici, la grande différence avec les grandes réformes précédentes de la langue, c'est qu'il s'agit pas d'un événement historique concerté, un événement historique inscrit dans une forme de naturalité historique, mais véritablement d'un objectif politique sous-jacent, avec toute la violence quelque part que ça induit, c'est-à-dire l'espèce d'exigence qu'il y a vis-à-vis du locuteur malgré lui. Et ça, c'est relativement nouveau. Par ailleurs, au-delà de ces questions de manque de formalisme, on pourrait toujours dire, finalement, c'est une phase de transition, effectivement, et on s'accoutumera. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. D'une part, lorsqu'on entre dans ces considérations, et qui vont bien au-delà de la simple féminisation, la féminisation, en réalité, n'est pas véritablement le sujet de l'écriture dite inclusive ou du langage dit inclusif. Et on a un exemple assez fréquent, coutumier, c'est celui du président de la République. Il ne peut s'exprimer sans systématiquement avoir recours à ce qu'on appelle la double flexion. La double flexion, tous et tous, celles et ceux, etc. Français. Alors, c'est d'une part...
Comment ? C'est bien. Non, mais non, parce que le français, c'est pas ça. Aucune langue n'est ça. Toutes les langues sont régies par le même principe, toutes, qui est un principe d'économie de la langue. Vous allez à l'encontre et c'est un procédé parfaitement artificiel. Vous savez Ça pourquoi ? veut dire quoi, l'économie de la langue, mais moi je trouve ça très bien qu'il remercie les Françaises et les Français. Alors pour une fois que je prends la défense d'Emmanuel Macron, en quoi ça vous heurte ? Je trouve ça très bien. Très intéressant. Alors après c'est de la com, celles et ceux, Annalena, mais je trouve c'est bien français. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous heurte ? Il va répondre. Et ça ne me heurte absolument pas en réalité. Non. Ce qui me heurte, c'est la systématicité, c'est le forçage de la langue. Et c'est qu'on a une forme inefficiente du discours. Le discours est fait pour être factorisé et efficace. Lorsque systématiquement vous allez à complexifier la langue, vous allez contre son processus Pourquoi c'est naturel. pas efficace quand il dit français ? Écoutez, c'est comme non, si mais expliquez-moi. je vais vous expliquer. Ouais, c'est comme si je vous donnez-moi votre argument surtout, parce que là, moi, je vais le développer. Allez-y. C'est un peu long. Allez-y. Mais justement, ce vers quoi vous tendez, c'est l'usage de périphrases systématiques. Vous savez, les tenants de l'écriture dite inclusive, eux, ne s'arrêtent pas à la double flexion. La double flexion, c'est la forme la plus simple, puisqu'on l'utilise déjà. Et déjà, on ne saura même pas l'écrire. Mais ça, je vous laisse à vos problèmes. Moi, j'y arrive. Allez-y, parce qu'on a quand même pas beaucoup de temps. Voilà, mais simplement, en réalité, la question de l'inclusivité, c'est pas simplement celle de l'expression de genre. En fait, les vrais inclusivistes considèrent qu'il faut rendre compte de toutes les inégalités. Et je vous mets au défi de considérer toutes les inégalités dans la langue. Vous aurez un recours systématique à toutes les périphrases du monde avant de pouvoir vous exprimer. Si vous voulez, pour faire simple, parce que c'est un débat compliqué, c'est ce qu'on considérait comme le politiquement correct. Vous savez, le fait d'utiliser systématiquement des périphrases pour éviter des mots, c'est la même chose, mais partout dans la langue. Par ailleurs, on met en branle et on met en péril un principe, et là qui est supérieur dans la langue, celui de la neutralité axiologique du locuteur. C'est-à-dire vous ne devez pouvoir savoir ce que je vais exprimer avant que je l'ai exprimé. Or, aujourd'hui, si je reçois un email et qu'effectivement, une personne utilise cher et cher tout seul, ou cher.e.s, je sais, j'ai un indice très fort du positionnement idéologique du locuteur. Et ça, c'est extrêmement problématique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous évoquez ceux français, moi j'ai connu l'époque où il était évident que lorsqu'on parlait de ceux, ça intégrait masculin et féminin. Naturellement, français, ça intégrait les Françaises et les Français. Mais est-ce qu'on n'a pas changé précisément parce que cette forme de langage et d'écriture imposait une culture qu'aujourd'hui on n'a plus? Je veux dire, sans être méprisant, le commun des citoyens, il y a 30 ans, il pouvait se dire on ne parle que de ceux, on ne parle pas des femmes. Et aujourd'hui, il me semble que c'est une espèce de démagogie qui veut rappeler à tout le monde que les femmes existent. Bah oui. Alors que j'adorais français. Écoutez, disons les choses simplement. Lorsqu'on utilise un terme, le masculin neutre, personne ne pense qu'il n'y a pas de femmes dans le collectif. Quand vous dites les gens, et quand vous dites les personnes, pourtant, l'un, une personne, c'est plutôt féminin et ça a une consonance féminine, les gens, c'est plutôt masculin, vous voyez exactement le même groupe de personnes. Je vais vous donner un autre exemple. En quoi ça vous gêne? En quoi ça vous gêne? Je n'ai jamais dit que ça me gênait. Si, vas-y. Mais laissez-le parler. Vous dites que ça. Vous dites que ça. Je vous explique que, en fait, la langue... Alors là, je vais répondre à pourquoi ça me gêne. La langue, c'est un matériau subtil. C'est un matériau qui vise à l'efficience. C'est un matériau. C'est-à-dire, c'est la matière dont sont faits nos discours. Si vous venez... C'est plus qu'un matériau, c'est le vecteur d'un pays. C'est le vecteur d'une société, d'une civilisation, donc ça n'est pas qu'un matériau, la langue, c'est fondamental. Mais c'est avant tout un matériau. D'accord. Si on veut simplifier. Donc déjà là, vous mettez à mal les principes les plus élémentaires du façonnement de ce matériau. Il y a... En fait, en réalité, ceux qui pensent qu'il faut systématiquement artificialiser la langue, ce sont les tenants d'une conception mécaniciste de la langue, alors que la langue ne peut être entrevue, d'un point de vue diachronique, c'est-à-dire dans l'histoire, que selon une conception organique. La langue, c'est le résidu, pour le dire simplement, et je vous laisse la parole, c'est le résidu extrêmement complexe d'interactions millénaires de faits de hasard, de faits volontaires, de faits sociétaux, et c'est pas en 5 ans de radicalité militante qui exige de l'autre qu'on peut modifier ce matériau sans heurts. Donc il y a un véritable péril à le faire aussi vite de cette manière. Allez-y, juste après, j'ai une question. Un petit détail technique, je dirais. Par exemple, l'écriture inclusive, ça peut devenir... Ils sont allés... C'est ça l'écriture inclusive. Est-ce que ça ne met pas de côté ceux qui ne se reconnaissent dans aucun genre? Parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent ni dans le masculin ni dans le féminin.
Alors, est-ce que c'est pas un problème justement que pose cette écriture inclusive? Exactement. Moi, j'ai l'impression. C'est autre chose. Là, non, mais c'est important. C'est pas du tout autre chose. oui. Ah, c'est Parce important. qu'en fait, Oui, le bien processus sûr. d'inclusivité se nourrit de lui-même. Je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le dire très très rapidement, vous allez comprendre. Lorsque vous dites il et elle, lorsque vous dites il générique, alors certains pourront dire, mais en fait, vous n'incluez pas les femmes, vous ne les visibilisez pas. Donc on dira il et elle. Et puis ensuite, d'aucuns diront, mais il et elle, ça ne pense pas au neutre. Donc on dira yel. Donc c'est-à-dire un il et elle contracté. Et puis les inclusivistes disent, en réalité, ce yel, il est déjà discriminatoire. Il est discriminatoire parce qu'il rappelle par sa consonance le il et le elle. Et donc, il invisibilise ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on appelle la neutralité de genre. On s'en sortira Et donc, jamais. il y a déjà d'autres pronoms qui sont utilisés. Le yul, le hol, par exemple. Voilà ce que cela induit de commencer à toucher à la langue. C'est pas si simple que ça. Non, mais Attendez Françoise, juste 2 secondes. Est-ce qu'à un moment donné, là on va pas créer une fracture sociale énorme, c'est-à-dire que entre ceux qui sont illettrés, qui ne connaissent même pas la base de ce français aujourd'hui, qui ne savent pas lire, on va rajouter de la difficulté, ça va de nouveau créer un fossé entre 2 France, une qui sait lire, qui sait pas lire, une qui sait utiliser les mots et l'autre qui le sait pas, c'est-à-dire que ça va ralentir beaucoup de choses à l'école. On est dans cet objectif quand même. C'est très, très intéressant. Mazarine Pajot en parle très bien. Elle parle d'un processus élitaire. Mais ça va de soi. Attendez, vous voyez bien la complexité. Et puis, je vais vous demander, chère madame, comment vous accorderez ce yel? Mais moi, je n'ai pas dit que j'étais pour la. Mais je vous trouve trop. Non, mais je vais vous expliquer ce que je pense. Je vous trouve trop idéologue en réalité, parce que et surtout, vous annoncez que la langue évolue pas, c'est un résidu et qui ne peut pas évoluer aussi brutalement. Moi, j'ai un pays que j'adore, qui est le Japon, par exemple. La langue japonaise, au fil des centaines, l'écriture japonaise a intégré les caractères kana, les caractères chinois. Aujourd'hui, le japonais, c'est une des choses les plus difficiles à écrire. Au fil des centaines d'années. Mais sur le temps. Mais sur le temps. Au Japon, vous êtes obligé d'attendre la fin de la France pour savoir ce que votre partenaire pense, ce que votre interlocuteur pense. Il y a des subtilités dans les langues qui ne sont pas les langues indo-européennes. Il y a des subtilités dans l'hébreu, par exemple. J'ai le sentiment, si vous voulez, que vous considérez mais Françoise. Mais je termine. J'ai le sentiment que vous considérez que la langue. Aussi voudrait parler. Voilà. Je pense que vous êtes idéologue. En Oui, réalité. mais c'est pas parce que on parle de droite à gauche et de gauche à droite dans des langues que tout le monde doit faire la même chose. Après, sur le point d'idéologie, pour pour le point d'idéologie, ce qui est intéressant, c'est que là, le jugement que vous portez, je pense, on pourra réécouter l'émission, que je m'en suis tenu à de stricts arguments, et j'essaie de le faire aussi vite que possible, parce que j'ai pas épuisé des arguments techniques. Donc vous pouvez juger que les arguments techniques de linguistique, de morphosyntaxe sont idéologiques. Derrière, il y a un argument idéologique, non, évidemment. Bien ça sûr, c'est votre présomption. Mais non, pas du tout, mais vous l'assumez. François, Philippe déjà, allez-y. Moi, je distinguerais, il faut l'enrichissement de la langue dans son socle fondamental. Bien sûr, je n'étais pas fanatique d'écrivaine, de procureur avec un E, mais je peux le comprendre, je peux l'admettre. Oui. Là, on est dans une dénaturation totale avec l'écriture inclusive. On est, me semble-t-il, on n'est plus dans l'enrichissement. On ne part pas du socle fondamental qui faisait consensus et qu'on enrichissait. On détruit quelque chose. En quoi ça détruit de dire français? Le mot de la fin pour Sami Biazoni. C'est pas inclusif. C'est pas inclusif. Non, si, c'est inclusif. Il a pris ça comme premier exemple. Insuffisamment inclusif. Alors, en quoi c'est problématique? C'est qu'en fait, on a à peine balayé le sujet. Et effectivement, vos réserves sont tout à fait légitimes. Beaucoup les partagent. Je l'entends. Moi, je suis effectivement là simplement pour faire œuvre de pédagogie. Et le but de l'ouvrage, je vous incite véritablement à lire, et j'aurais plaisir à en discuter après avec vous, parce que malheureusement, je n'ai pas pu résumer toute la richesse du... Pourquoi on a écrit cet ouvrage collectivement? Parce qu'il était impossible de circonscrire le problème. En fait, le problème est d'une complexité extrême et ne peut se réduire, bien évidemment, vous avez tout à fait raison, à ce qu'on a dit. En tout cas, on vous réinvitera, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je pense, alors ça c'est bon, entre féminiser des métiers et l'écriture inclusive, il y a quand même un gap énorme. Et il faudra prendre le temps, et on vous réinvitera pour prendre le temps dans un grand débat, de pouvoir expliquer ça et de comprendre effectivement où est-ce que ça démarre et jusqu'où ça peut aller. Mais restez avec nous dans une quinzaine de jours, on reviendra avec vous, parce que c'est vrai que ça mérite vraiment, Sami Biazoni, d'avoir été là, et puis c'est un gros boulot. Oui, le titre est bon, et puis surtout il y a beaucoup de choses à dire. Et sur Twitter, 99% ne sont pas favorables à la génération de l'écriture inclusive. C'est normal, c'est un score large. On n'a pas été totalement convaincus. Non. Vous savez, ils sont d'accord avec moi, parce que voilà, c'est comme ça, c'est
C'est contractuel. Même les auditeurs ont le droit n'ont pas le droit d'être contre mon avis. Restez avec nous, 18h46, dans quelques instants. La suite des VV, on va parler de l'actu, le quiz de l'actu, on va jouer, on va se détendre, tout va bien se passer, ça va bien s'engueuler. Mais on aime ça aussi. Parlons vrai sur Sud Radio.